Quand la question du changement climatique émerge à l'échelle internationale un peu sérieusement, c'est dans la perspective du sommet de Rio de 1992 qui met en place toute l'infrastructure internationale sur l'UNFCCC, la Convention internationale, la Convention de l'ONU sur le changement climatique. Robert Einstein va prendre ses ordres auprès du chef de cabinet de George Bush, John Sununu, et Sununu lui dit très clairement, à Rio, on s'engage à rien. On ne s'engage pas à des trajectoires d'émissions. On ne va pas non plus donner de l'argent s'il y a des dommages climatiques. Donc, no money, no target, play the technology card. Joue la carte technologique. Fait miroiter une transition énergétique. Cette affaire de transition énergétique, ça arrange tout le monde. C'est pour ça que ça a tant de succès, au fond. Ça arrange d'abord les compagnies pétrolières, qui, dans les années 80, n'étaient pas encore climato-sceptiques. Exxon, à partir de 1977, fait des recherches importantes sur le changement climatique. Et en 1982, ils sont invités donc par un climatologue qui s'appelle Jim Hansen, que Exxon finance d'ailleurs. C'est troublant, hein. Jim Hansen est financé par Exxon. Jim Hansen, c'est un grand lanceur d'alerte sur le climat américain. En 1988, c'est lui qui déclare au Sénat « Le changement climatique a commencé ». Donc ça, vraiment, c'est une rupture importante dans si vous voulez, dans l'alerte climatique. Edward David, le chef de la R&D d'Exxon, dit évidemment qu'il y a l'effet de serre. C'est de la vieille physique du 19e siècle, c'est pas intéressant. La question importante, c'est qu'est-ce qui va arriver plus vite, la transition énergétique ou bien la catastrophe climatique? Et c'est une manière très astucieuse de présenter cette chose, de présenter le problème. Parce que les climatologues eux-mêmes la présentaient comme ça en vérité. Ils s'abordaient leur propre alerte en parlant de transition énergétique. Ils disaient en gros le changement climatique, donc là on est dans les années 70, il sera sensible dans les années 2000. On pourra le mesurer, le sentir même. Il aura des conséquences économiques en 2020, sur l'agriculture en particulier, et il sera catastrophique en 2070. Mais quand vous dites 2070, en 1970, ça paraît de la science-fiction. Et la suite du raisonnement, c'est ça va de soi qu'en 100 ans, on aura le temps de faire une transition énergétique. Donc vraiment, il y a eu cette, si vous voulez, une très grande naïveté grâce à cette idée de transition énergétique, qui a justifié une manière de dire, c'est gérable, on va gérer ça principalement par la technologie. La transition énergétique est aussi au cœur de l'économie du climat. L'économie du climat, elle émerge en 1975 à travers les travaux de William Nordhaus, un prix Nobel d'économie en 2018 pour ses travaux sur le changement climatique. Alors c'est vraiment intéressant de voir très précisément ce qu'écrit Nordhaus avant ses travaux sur le changement climatique. En 1973, il écrit un papier sur la crise énergétique. Et il dit « Le pétrole coûte cher. On a peut-être de moins en moins de pétrole. » La réaction, j'ai envie de dire, naturelle dans cette classe, par des étudiants intelligents, ce serait de dire, on va essayer de limiter notre consommation de pétrole, vu que ça coûte cher, et vu que c'est rare. Et qu'a priori, le pétrole, c'est quand même utile, en particulier dans l'agriculture. On a intérêt quand même à y aller doucement. Ça paraît très logique. C'est que vous n'êtes pas un économiste. Vous seriez un économiste néoclassique, vous diriez, ah non, le pétrole, il faut le sortir maintenant, tant qu'il vaut cher. Parce que grâce à la destruction créatrice, grâce à Joseph Schumpeter et tous ces séides, c'est de dire, mais en fait, il ne faut pas sous-estimer la puissance de la destruction créatrice, de la création destructrice, je mélange toujours. Il ne faut pas sous-estimer ça. À la fin du XXe siècle, on aura des innovations qui rendront le pétrole obsolète. Donc, ce serait vraiment ballot de s'être privé du pétrole maintenant, tant qu'il est vachement utile et qu'il coûte cher. 2 ans plus tard, il écrit le premier papier économique sur le changement climatique et il tient le même raisonnement en disant, en gros, économiquement, c'est intéressant de rien faire maintenant et de repousser à plus tard la transition énergétique quand on aura les technologies disponibles. Et à cette époque, il a en tête le surgénérateur nucléaire. Et cette idée de transition énergétique, surtout, ça arrange les gouvernements. Quand la question du changement climatique émerge à l'échelle internationale un peu sérieusement, c'est dans la perspective du sommet de Rio de 1992 qui met en place toute l'infrastructure internationale sur l'UNFCCC, la Convention internationale, la Convention de l'ONU sur le changement climatique. Le discours dominant, c'est celui du développement durable. C'est-à-dire, en fait, on peut réconcilier croissance économique et environnement grâce au développement durable. Et la transition énergétique est au cœur de cette affaire-là. Alors, dans les archives diplomatiques américaines, on voit à quel point cette affaire de transition énergétique, ça a essentiellement une fonction diplomatique et rhétorique. Le représentant américain à la conférence de Rio, c'est le monsieur avec la casquette qui s'appelle Robert Weinstein. C'est un Américain qui est ouvertement climato-sceptique, qui représente les États-Unis à la conférence de Rio, c'est intéressant. Et encore plus étrange, il est président du groupe 3 du GIEC. Donc vous voyez, le GIEC qui maintenant a acquis une image de paladin du climat, quand c'est créé, ça a une fonction très différente. C'est la fonction de ralentir l'alerte climatique. Il y avait déjà une institution internationale qui s'occupait de changement climatique, qui était beaucoup plus catastrophiste.
en disant qu'il faut réduire de 25% les émissions d'ici l'an 2000. Ça, c'est en 1985 qu'ils disent ça. Et donc, Robert Einstein va prendre ses ordres auprès du chef de cabinet de George Bush, John Sununu, et Sununu lui dit très clairement, à Rio, on s'engage à rien. On ne s'engage pas à des trajectoires d'émissions. On ne va pas non plus donner de l'argent s'il y a des dommages climatiques. Donc, no money, no target, play the technology card. Joue la carte technologique. Fait miroiter une transition énergétique. Ça fait entièrement sens quand on y réfléchit. Vous êtes les États-Unis, le représentant américain à Rio, de loin le premier pays émetteur à cette époque. La Chine n'avait pas encore connu son immense expansion économique. Première puissance technologique, c'est logique de faire miroiter des solutions technologiques. Et Play the Technology Card, c'est très précisément ce que le groupe 3 du GIEC a fait. Et j'ai envie de dire, en fait, la communauté scientifique qui s'est saisie de ces questions, hein, puisque soi-disant, le GIEC ne fait que résumer la littérature scientifique, c'est un peu plus compliqué que ça en vérité, mais la littérature scientifique est écrasée de discussions ultra technologiques. Vous prenez le dernier rapport du groupe 3 du GIEC, il y a plein de choses étranges. Par exemple, l'Hyperloop d'Elon Musk, je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un train à suspension magnétique qui va fonctionner dans des tubes sous vide et qui va aller à 1000 km/h. Bon. C'est qualifié de technologie émergente. Enfin, ça émerge très très doucement, quoi, cette affaire-là. Et alors, donc ça c'est un graphique qui représente de quoi ça parle au fond, ces rapports-là. Depuis 1992, ça parle essentiellement de technologie. Ça fait à peine commencer à parler de sufficiency, c'est-à-dire de sobriété maintenant, en 2022. Donc il a fallu attendre 30 ans pour qu'on commence à parler un peu sérieusement de ces questions-là. Et puis, ça parle aussi de capture du carbone, de stockage souterrain du carbone, sachant qu'en gros, même en étant hyper technophile, même en poussant à fond les curseurs technologiques, n'importe qui d'un peu sérieux comprend bien qu'il y a plein de choses qu'on ne décarbonera pas. Pensez au trafic aérien. On ne sait pas décarboner les avions. Même le commerce maritime, très très compliqué à décarboner, ces gros bateaux, porte-containers, etc. Avec des batteries, parce que la batterie prendrait des places colossales. On peut penser au ciment, qui est très difficile à décarboner, voire impossible. L'acier, pareil. On peut penser encore au plastique. On peut penser à une bonne partie en fait, de la production de nourriture. Il faut savoir que le système alimentaire mondial, c'est un tiers des émissions. De la déforestation jusqu'à la gestion des déchets, 33% des émissions, c'est notre nourriture. On peut un peu serrer la ceinture, mais on mange moins de viande principalement, mais on sait très bien qu'on ne va pas décarboner ça. Donc, vu que l'objectif, c'est d'arrêter le changement climatique à 2 degrés, qu'à ne tienne, on va mettre tout plein de baguettes technologiques miracles qui consistent à récupérer le CO2 de l'atmosphère et à l'enfouir sous le sol. Technologie qui n'existe pas plus que les avions à hydrogène et les avions décarbonés. Et le groupe 3 du GIEC a joué un rôle important dans la promotion de ces options technologiques qui n'ont pas grand sens. Alors, quand on regarde non pas les scénarios net zéro, mais les scénarios de prospective de l'AIE, on voit que, alors, comment dire, il y aura une très grande transformation, c'est a priori l'essor des renouvelables. Le solaire, c'est une manière très peu chère de faire de l'électricité maintenant. Et donc on installe des immenses parcs solaires, en particulier en Asie, en Chine. Et donc ça joue un rôle, ça va avoir un rôle sur le changement, sur le système énergétique. Ça va faire diminuer le charbon électrique. On aura besoin de moins de charbon pour produire de l'électricité dans le futur. Et donc le charbon va diminuer a priori quand même. Il n'y a pas de raison qu'ils se trompent. Enfin, ils peuvent se tromper un peu. Ils ont eu tendance à sous-estimer le charbon à l'AIE, mais a priori, ça va diminuer un peu dans les 20 prochaines années. Par contre, le pétrole et le gaz, vous voyez que c'est plutôt des plateaux. On n'est pas du tout sur dynamique de transition. Ce qui doit surprendre personne. Parce que cette affaire de transition énergétique, c'est une notion qui n'est pas du tout scientifique. C'est un slogan qui a acquis un prestige incroyable, alors que c'est fondamentalement un slogan. Ce qu'on fait avec les renouvelables, c'est qu'on diminue l'intensité carbone de l'économie. Ce qui n'est pas la même chose que faire une transition énergétique. On a besoin d'émettre moins de carbone pour rendre un même service économique. Voilà, donc je ne sais pas, ça fait 50 minutes que je parle, il faut que je m'arrête, mais tout ça pour vous dire que, si vous voulez, la transition énergétique, ça projette une histoire fausse sur un futur qui reste encore largement problématique et largement à construire.